Salut, c'est Florian, et vous écoutez Flow Sonore, le seul flux sonore qui s'interroge. Je vous laisse rentrer dans mon univers, et aujourd'hui, on va parler musique. Vous le savez, le récap de nos écoutes Spotify, Deezer ou toute autre plateforme de streaming va normalement arriver. Et moi, il y a une chose qui me choque à chaque fois que je regarde mon récap de l'année. C'est le nombre de minutes d'écoute. Et c'est vrai qu'on écoute quand même beaucoup de musique. Pour s'en rendre compte, il suffit juste de regarder autour de nous. Dans le transport en commun, dans la rue, dans les bars, chez des amis ou à la salle de sport. Tout le monde a des écouteurs et la musique fait partie de notre quotidien. Et l'avantage même de notre société, c'est qu'il y a de multiples façons de consommer la musique, que ce soit en concert, en streaming ou alors en radio. Et le constat justement, qui m'a marqué pour introduire cet épisode, c'est qu'on écoute énormément de musique. Et j'ai d'autant plus l'impression que notre génération est bercée par la musique. Enfin, je me trompe sûrement et ça dépend de chacun, mais moi personnellement, j'ai l'impression d'écouter 10 fois plus de musique que mes parents. Pour ma part, la musique fait partie de ma vie, et je ne peux imaginer mes journées sans. Chaque fois que je sors, je prends mes écouteurs avec moi, même si j'en aurais pas besoin, car je préfère toujours les avoir avec moi, au cas où. Alors je me suis posé cette question, pourquoi écoute-t-on autant de musique? Pourquoi notre génération en consomme si souvent, et quelles en sont les principales raisons? Et si on commençait pour introduire cet épisode par des statistiques sur la musique? Car oui, on écoute beaucoup de musique, mais qu'est-ce que ça représente en chiffres? Alors j'ai pris mon PC et j'ai fait des recherches. Et le premier chiffre qui est sorti, c'est 17. 17, c'est le nombre d'heures que le français passe à écouter de la musique par semaine en 2022. Ce qui veut globalement dire que le français passe un dixième de sa semaine à écouter de la musique. Et c'est un chiffre conséquent, je trouve. Surtout que c'est une moyenne, ce qui signifie que certains passent plus de temps et d'autres moins de temps à écouter de la musique. Par exemple, pour les jeunes de 15 à 25 ans, ce n'est pas 17 heures par semaine, mais bien 19 heures. Pour 75% des Français, la musique occuperait une place importante dans leur vie. Et chez les jeunes de moins de 25 ans, ce chiffre correspond même à 90%. D'ailleurs, 98% des jeunes déclarent écouter de la musique au moins une minute par jour. Donc, prenons comme exemple une haute école qui comprend environ 1000 élèves, et dites-vous que dans toute cette haute école, dans tous ces élèves, il y a que seulement 20 étudiants qui n'ont pas écouté de musique aujourd'hui. Mais pourquoi écoute-t-on autant de musique? Eh bien justement, la réponse à cette question se constitue en 4 points majeurs que j'ai ressortis. Et je vais les aborder dans ce podcast, évidemment. Les émotions que la musique nous procure. Je sais pas vous, mais moi, quand j'écoute de la musique, je me sens transpercé et même transporté par un tas d'émotions. De la joie à la tristesse, en passant par la mélancolie et l'euphorie, la musique arrive à nous transporter, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on l'écoute. Dans la revue Egel, le rédacteur en chef, Jean-Marie André, pose la question pourquoi la musique? Et il nous apporte même une réponse à cette question. Et moi, il y a un passage qui m'a marqué, et je vais vous le lire. La réponse au pourquoi est peut-être là. Retrouver le choc et la pureté des premiers instants, la magie du premier choc musical. Retrouver l'extraordinaire émotion qu'il y a dans une œuvre transmise à nous par un chef dont le cœur brûle, mais dont la tête reste claire et lucide. Et il rajoute même, beaucoup d'êtres humains semblent pouvoir vivre sans musique, et surtout donnent l'impression de ne pas s'en porter plus mal. Pour d'autres, ce sera le contraire. Certaines musiques ne sont pas que des partitions musicales ni que des enregistrements musicaux. Elles sont de purs moments d'émotion qui peuvent nous élever vers les sommets sans aller jusqu'à utiliser le mot de transcendance. Je pense que ceux qui écoutent de la musique dans leur vie comprennent ces deux passages. La musique arrive à nous prendre par la main et nous faire ressentir des émotions qu'aucune autre chose ne pourrait nous faire ressentir. Quand on parle de musique, on parle d'art, et comme je l'ai évoqué au premier épisode, l'art nous évoque des sentiments. Donc la musique aussi. Mais là où je pense que la musique fait la différence, c'est que la musique est partout et tout le temps dans notre vie. En quelque sorte, en dehors de l'art, la musique représente des parties de notre vie. Il y a un créateur de contenu que j'apprécie particulièrement sur YouTube, Scarblown Animation, et dans une vidéo intitulée J'ai peur d'oublier, il nous montre l'importance de la musique dans sa vie et que la musique correspond à des périodes de sa vie. Par exemple, s'il écoute les Beatles à 16 ans, pour lui, les Beatles représentent cette partie de sa vie. Et avec la musique, il replonge dans différentes parties de sa vie. Et il a un système de classation des musiques très particulier. Il classe ses musiques non pas par genre, mais bien par année et même par saison. Donc pour lui, chaque musique qu'il écoute à une saison, elle représente justement cette période-là de sa vie. Ce système de classation, il l'utilise justement pour retomber si facilement dans ce qu'il vit, dans ce qu'il a vécu en tout cas cette saison-là. Par exemple, s'il veut retourner à 16 ans, il va réécouter les Beatles. Comme ça, il va se sentir transporté dans cette période de sa vie. Et c'est aussi mon cas, et en y discutant autour de moi, c'est le cas de beaucoup de personnes. La musique deviendra en fait une sorte de capsule temporelle de notre vie, où une musique écoutée à un instant T est associée à une période de notre vie, une émotion, un état émotionnel. Je pourrais m'attarder durant un épisode complet sur les sensations que la musique nous transmet,
Mais je pense que ce premier point ressort une réponse principale à notre question de départ. Mais j'ai quand même envie de conclure ce point avec cette phrase, toujours écrite par Jean-Marie André. Je vous les lis. Où que l'on soit, dès qu'il y a de la musique, notre oreille l'entend. Et notre ouïe écoute la musique d'une manière factuelle. Mais pendant ce temps, à l'intérieur de nous, dans notre cage thoracique, nous vivons la musique. Autrement dit, le corps sent, tandis que l'âme ressent. La musique nous permettrait de nous provoquer des émotions, mais qu'en est-il de notre bien-être mental? Car si la musique nous provoque des émotions positives, elle pourrait aussi nous provoquer des émotions négatives. Mais est-ce que cela ne va pas impacter négativement notre bien-être? Bah justement, si. Certaines musiques, certaines paroles ou certains genres musicaux peuvent nous stimuler négativement. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on cherche des fois? Attendez, moi je vous explique. Moi par exemple, quand je suis triste, j'écoute de la musique triste. Car en fait, elle accompagne mon émotion du moment. C'est un peu comme si la musique m'apportait du réconfort, comme si elle comprenait mon émotion, et elle a un peu un effet catharsis sur moi. C'est un moyen pour moi d'exprimer et de libérer mon émotion de tristesse. Les chercheuses Enrica Peltola et Tuomas Erola ont théorisé cette idée en 2016. Elles l'ont même nommé le paradoxe de la tragédie. J'ai trouvé ça très beau. Et justement, j'ai ressorti cette phrase, vous allez comprendre pourquoi. Ressentir des émotions négatives contient des effets positifs, car cela permet d'affronter sa douleur plutôt que de la refouler. En fait, c'est un peu comme si on écoute des titres déprimants pour affronter plus facilement sa tristesse, pour penser de façon plus claire et rationnelle. En plus de cette enquête, un autre chercheur, David Hudson, a démontré qu'écouter des musiques tristes libère une hormone, la prolactine, qui provoque un sentiment de réconfort et déclenche le circuit de la consolation. Après, il est quand même important de préciser que ce qui fonctionne pour certaines personnes ne fonctionne pas pour tout le monde. Bah car pour certains, écouter de la musique triste, en étant triste, ça va ne faire qu'amplifier leur sentiment de tristesse. Mais ce que je veux dire dans ce point, c'est qu'en dehors des émotions que la musique nous procure au quotidien, elle est aussi importante pour notre bien-être mental. Et là, j'ai abordé un peu le côté négatif, la tristesse, mais je passe évidemment toutes les études qui démontrent les bienfaits de la musique sur le bien-être des adeptes, comme par exemple la musicothérapie ou les artistes, etc. La musique comme identité sociale et culturelle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en soirée avec des gens que vous ne connaissez pas du tout et de trouver comme sujet de conversation la musique? Simple. Mais juste après, il s'ensuit un peu les traditionnels «Mais non, mais t'écoutes ce mec, il est incroyable!» Et la musique devient alors un moyen de se rapprocher. On n'a plus besoin de le prouver, mais la musique est une part importante de la culture, et même du secteur culturel. Et cela se traduit notamment sous plusieurs traits. D'une part, la musique participe à la construction d'une identité culturelle pour un ensemble de personnes. La musique fait partie de la culture d'un peuple, d'une nation ou d'un groupe de personnes. Un exemple tout simple, c'est l'hymne national, où toute une nation chante la même chanson en même temps pour marquer son attachement à celle-ci. Une nation qui comporte autant de personnalités différentes que d'habitants. Et là, il y a une communion qui s'opère entre toutes ces personnes qui ne se connaissent pas et que rien ne les relie, à part justement cette musique, et elles se rassemblent. D'autre part, la musique permet aussi de créer des sous-groupes de culture, où des personnes écoutant les mêmes genres de musique se rassemblent, se rencontrent. Et un simple exemple, c'est les concerts. J'ai d'ailleurs trouvé un article sur l'impact de la présence sociale sur le plaisir ressenti en concert sur le forum Medium. Et il aborde justement ces liens qui se créent pendant les concerts. Dans un premier temps, aller à un concert accompagné d'un ami permet de créer un lien particulier d'échange avec l'accompagnant. On vit une expérience en commun. Mais d'un autre côté, l'expérience du concert, où toute une foule est agglutinée, permet de lutter contre l'individualisme de notre société. En fait, les concerts permettent de resserrer nos liens avec notre premier groupe social, c'est-à-dire celui qui nous accompagne, et en même temps d'élargir nos liens avec un second cercle social, en rencontrant d'autres personnes qui partagent les mêmes goûts que nous à cet instant-là, à ce concert-là. D'ailleurs, dans un concert, c'est bête, mais c'est une foule physique qui en fait se transforme en une foule psychologique. On passe d'un tas d'inconnus à un groupe lié par les mêmes émotions. En plus de créer une identité sociale pour un groupe de personnes, et en plus de le rassembler, la musique permet notre construction de l'identité. C'est ce que souligne Marie Robert, professeure de lettres et de philosophie dans l'émission On est fait pour s'entendre sur RTL France. Elle explique si simplement que la construction identitaire chez les enfants et chez les adolescents passe très souvent par la musique. La musique leur permet en fait d'utiliser d'autres codes pour affirmer leur émotion et leur identité. Et enfin, une quatrième raison pour laquelle nous écoutons autant de musique, c'est son accès à celle-ci. Et on va pas se plaindre, car pour les générations précédentes, il fallait soit écouter de la radio, soit acheter des disques, ou alors se rendre à des concerts pour écouter de la musique. Alors que pour notre génération, il suffit simplement de télécharger une application de streaming musical, de s'abonner ou non, et de consommer n'importe quelle musique quand on veut. Par exemple, chez les 15-25 ans, selon une étude du Centre national de la musique française,
94% d'entre eux écoutent de la musique en streaming, ce qui montre l'importance de ces applications dans cette génération. L'avantage aussi des plateformes de streaming, c'est le nombre de styles musicaux qu'elles contiennent, en un seul endroit, ce qui permet à ces utilisateurs d'explorer différents genres musicaux et de consommer ceux-ci sans modération. En moyenne, les consommateurs français écoutent plus de 10 styles musicaux différents. Alors, pourquoi écoute-t-on autant de musique? Pour ces principales raisons. Évidemment, la consommation de la musique dépend de chaque individu et aussi de ses motivations. Mais les émotions que la musique nous procure, le bien-être et l'évasion qu'elle nous apporte, sa faculté à nous rassembler et à nous rapprocher, ainsi qu'un accès rapide et facile à tous les styles musicaux sont des facteurs qui augmentent sa consommation. On se rend compte aussi de la place que la musique a pris dans notre société. Comme dit plus haut, il suffit juste de sortir dehors pour voir le nombre de personnes avec des écouteurs. Mais aussi pour voir des affiches, pour aller à des concerts, entendre de la musique en radio, dans les magasins, et toutes les discussions qui s'opèrent autour de celle-ci. La musique est devenue un business aussi, ce qui n'a pas spécialement gâché cette industrie, mais qui montre son importance. Importance qu'on a notamment vue durant le confinement, où on a rediscuté de la nécessité des concerts, etc., mais qui a vu le temps d'écoute des musiques exploser parce que les consommateurs sont attachés à celle-ci. Et justement, ça évoque quoi la musique pour moi? Car oui, parlons un peu de moi. Chez moi, la musique est intégrée à ma routine et à ma vie. C'est la forme culturelle que je consomme le plus, du moins le plus régulièrement, c'est-à-dire tous les jours. J'aime sa façon de me transporter, la façon dont les artistes vont me prendre la main pour m'emmener dans leur univers, comme j'ai expliqué un peu plus haut. Et c'est aussi pour cette raison que j'aime découvrir des artistes, mais aussi les faire découvrir à mon entourage. Par exemple, moi, une simple preuve d'amour, c'est d'envoyer des musiques à des amis, car ça représente une partie de moi, et ça représente aussi mon mood un peu du moment. Mais justement, est-ce que si j'écoute de la musique tout le temps, c'est pas parce que j'ai peur du silence? Je me suis posé cette question, qui est souvent signe d'interrogation. Est-ce qu'écouter de la musique serait un moyen d'éviter le silence, et donc d'éviter une certaine sorte d'introspection, comme une sorte de médiation dans le calme? Globalement, après des recherches, oui et non. Oui, car la musique deviendrait alors un moyen de lutter contre un silence anxiogène, inconfortable. Comme lorsqu'on invite des gens chez nous et qu'on préfère mettre de la musique pour ne pas créer une atmosphère trop calme et trop pesante. Mais d'un autre côté, non, car chacun vit son introspection et sa méditation comme il le souhaite, et que cela dépend en fait de chacun, de chaque personne. Par exemple, un moyen pour moi de faire mon introspection, c'est d'aller courir, alors que j'ai de la musique dans les oreilles. Ou alors c'est de m'allonger dans mon lit avec mes écouteurs et de regarder le plafond. Et comme je l'ai expliqué plus haut, la musique en fait m'accompagne. Quand je suis triste, j'écoute de la musique triste, quand je suis joyeux, j'écoute de la musique joyeuse. En fait, est-ce que la musique est un moyen d'éviter le silence? Oui et non, car tout dépend des intentions de la musique. Si on met de la musique car elle nous aide à nous concentrer, à réfléchir, à nous poser tranquillement et au calme, alors non, la musique n'est pas un moyen d'éviter le silence et d'éviter une certaine sorte d'introspection. Tandis que si nous mettons de la musique car le silence chez nous devient très anxiogène ou crée une certaine sorte de malaise à l'intérieur de nous, alors la musique devient un moyen d'éviter cet espace de méditation. Bref, je pourrais aborder des centaines de points dérivés de cette question, pourquoi écoute-t-on autant de musique? Mais mon but c'est pas de vous faire un cours là-dessus, je suis pas prof de musique et je suis pas prof de philosophie et d'art et de tout ce qui englobe ceci. Mais la musique est tellement vaste que c'est pour ça que je voulais faire cet épisode. En tout cas, comme toujours, c'était un plaisir de vous animer ce podcast. Et d'ailleurs, j'insiste là-dessus, rendez-vous sur mon Instagram, flow.sonore pour le calendrier de l'Avent. C'est un tout nouveau projet, un peu comme ce podcast en fait. Tout est nouveau chez moi. Et c'est un projet qui me demande énormément de temps, en plus de mes études, donc n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne. Et c'est quoi le calendrier de l'Avent Flow Sonore? C'est 24 questions simples, en 24 jours, avec 24 réponses en vidéo. Donc en fait, c'est aussi une façon ludique d'en apprendre plus tous les jours sur les questions qu'on se pose en fait. Parce que évidemment, Flow Sonore, c'est le seul flux sonore qui s'interroge sur des questions vagues, mais aussi sur des questions précises. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on dit un cordon bleu? Eh ben ça, j'y réponds justement sur l'Instagram Flow Sonore. Alors abonnez-vous au podcast sur Spotify, Deezer, mais aussi sur YouTube, cela soutiendrait le projet. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous à partir du 1er décembre sur l'Instagram Flow Sonore pour les calendriers de l'Avent. Une vidéo tous les jours avec 24 questions et 24 réponses, je le répète. Je vous donne aussi rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et oui, vous l'aurez compris, c'est un mois chargé en travail, mais pour moi c'est toujours un grand plaisir. Donc d'ici là, portez-vous bien, et moi je vous fais de gros bisous.